je suis le dernier à passer. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu à cette présentation. Je m'appelle Guillaume, je suis développeur advocate chez Google depuis déjà 9 ans. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je m'intéresse au sujet de la Generative AI. Et ça, en avant-première, vous voyez les slides de la présentation en fait, que je vais faire à TechRock Summit dans quelques jours, dans 2 semaines. Donc vous essuyez les plâtres de cette nouvelle présentation. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi, et puis typiquement, vu les présentations qu'on a vues juste avant, que cette vague de l'IA générative est inarrêtable et inévitable. Donc, on a eu d'autres révolutions technologiques, je sais pas, l'électricité, Internet, le mobile, etc. Si on appelle ça une révolution, en tout cas, c'est une évolution qui est là et qui va rester là, et donc il faut apprendre à s'en servir, à la maîtriser, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? En revenant un petit peu sur l'historique, tout a commencé en fait en 2017, enfin vraiment cette révolution des LLM avec... on va voir les technos employés, mais ça a commencé vraiment en fait en 2017 quand Google a inventé un réseau de neurones avec une architecture un peu particulière qu'on appelle les transformers, et qui a été vraiment à la base de tout ce qu'on a vu arriver par la suite. Donc évidemment, il a fallu quand même quelques années avant qu'on arrive à ChatGPT sorti par OpenAI en fin 2022. Donc ça fait 3 ans maintenant. Google avait posé les rails, on va dire, théoriques avec ces réseaux de neurones avec une structure bien particulière. Après, il y a eu, même si ça n'a pas été visible forcément par, on va dire, le grand public, néanmoins, enfin, toute cette partie Transformers a aussi donné lieu, avant les GPT, Gemini et autres, à d'autres dérivés, par exemple les modèles BERT, etc., qui sont utilisés. Quand on fait des recherches sur Google, il y a toujours des modèles bien spécialisés pour trouver l'adéquation entre des requêtes de recherche et des documents. Et tout ça, ça dérive, en tout cas, ça découle de ces modèles-là. Donc, comme je disais, OpenAI popularise cette notion de chatbot basé sur ces réseaux de neurones de Transformers. Après, un petit peu plus tard, là, on a parlé de RAG dans les 2 présentations précédentes. C'était un peu le mot-clé, je dirais, de l'année dernière, même s'il y en a qui disent que RAG est mort maintenant, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai, et qu'il y en a d'autant plus besoin encore maintenant et demain, pour avoir des recherches rapides, spécifiques à nos besoins, sur nos données, etc., sur nos documents. Donc on est un petit peu en mode vapeur, là on arrive vraiment sur les trains à grande vitesse. Et puis il y a cette année les IA, les agents IA qui sont arrivés. Là j'ai mis plus une petite illustration un peu plus dans le style science-fiction, parce qu'en fait on entend quand même beaucoup de choses sur les agents IA, et il y a beaucoup de gens qui parlent d'autonomie, d'agents autonomes qui vont remplacer tous les métiers, etc. Ça reste quand même pas mal de la science-fiction aujourd'hui, je pense que... J'espère que vous serez d'accord avec moi sur ce point-là. Néanmoins, les agents IA sont là, et il y a des bonnes pratiques qu'on va discuter tout à l'heure, des patterns, des anti-patterns à mettre en place, ou en tout cas auxquels faire attention quand on met des agents dans les mains des gens et en production. Donc voilà mon petit retour historique sur ce panorama-là. Je voudrais aussi identifier, parce que le terme agent regroupe pas mal de choses. Moi, je distingue vraiment 3 grands personas. Donc, il y a les chatbots qui sont les ChatGPT, les Gemini, les Claude Desktop, etc. Donc, ça, c'est plus... Alors, je vais dire pour le grand public, pas forcément, parce qu'il peut y avoir des choses poussées, etc., derrière, avec accès, avec des données spécifiques de l'entreprise, etc. Mais en tout cas, ça reste une interface conversationnelle. Mais surtout voilà, les grands chatbots des grands acteurs. Il y a aussi, comme autre type d'agent, tout ce qui est coding assistant. On avait une question aussi sur l'utilisation de cursor ou autre. Donc ça, c'est tout ce que vous allez avoir dans votre IDE ou autour de l'IDE. Ça peut être des choses en ligne de commande, des Gemini CLI, des codecs, des Cloud Code, etc. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu plus aujourd'hui, donc je me focaliserai, mes patterns, anti-patterns, tout ça, plus sur les agents IA qu'on va vraiment développer et mettre en production, faire discuter entre eux, etc.
Donc vraiment ceux qu'on va créer nous-mêmes et non pas ceux qui sont des chatbots publics, des assistants de code. Moi, c'est ceux-là qui m'intéressent plus en tant que développeur. Et oui, tiens, je ne vous ai pas dit, mais moi j'ai une casquette Java, je suis un développeur Java et je fais de la Generative AI en Java. Je n'ai même pas besoin de Python. C'est pour ça que je posais la question aussi tout à l'heure sur ADK. Python ou Java, vu que tu avais mentionné ADK. Je suis committeur sur ADK Java et aussi sur LangChain 4J, qui est un équivalent de LangChain, mais pour Java. Donc je pousse Java. Sachez que vous pouvez faire aussi du GenAI avec du Java. Et enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si on regarde un petit peu le paysage français ou même européen, il y a tellement d'entreprises pour qui le cœur des systèmes, le cœur des applications, ça reste du Java. Java reste un élément clé. Et si on ne veut pas s'embêter à faire plein de microservices là, en Python qui appellent notre legacy en Java, etc., bah, en fait, on peut vraiment rester en Java. Donc là, je referme la parenthèse sur Java parce que ce n'est pas le but de cette présentation-là. Mais voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses et développer des programmes et des agents IA en Java. Pour moi, l'équation d'un agent, ça c'est un peu ma définition à moi, mais ça se recoupe pas mal avec ce qu'on peut voir, on va dire, dans la littérature ou les influenceurs et autres. Donc un agent, c'est quoi? Donc c'est forcément un LLM, hein, donc on a besoin d'un modèle, que ce soit un modèle qu'on héberge localement sur sa propre infra, ou que ce soit des gros modèles type Gemini, GPT 5.1, les différentes variantes de Claude, etc. Il nous faut de la mémoire. Donc la mémoire, il y a différents types de mémoire. Ça peut être simplement la mémoire à court terme ou courte durée, c'est-à-dire la discussion en cours avec l'utilisateur. Ça peut être aussi la mémoire à plus long terme. Donc ça va être, quand on a plusieurs sessions avec un agent, ça peut être on revient et on discute avec l'agent et ah oui, hier on avait parlé de ça, on va continuer la conversation, où on se rappelle de certaines choses. Donc ça, c'est la mémoire à long terme. Tous les agents n'ont pas forcément besoin de mémoire à long terme, mais il y a différents types de mémoire qui peuvent être pertinents pour les agents. Ensuite, on a tout ce qui est planification, c'est-à-dire comment l'agent va répondre à une problématique donnée, comment il va éventuellement découper en tâches, en sous-tâches, pour essayer de répondre à cette problématique. Et les outils qu'on met à disposition des agents sont très importants, parce que c'est ce qui va faire que l'agent a un accès au monde, à des... alors la définition un petit peu historique du terme agent, en fait, c'était quoi? C'est un système, alors intelligent, peu importe ce qu'on met derrière, mais un système qui a des... je trouve le mot en anglais, sensors et actuators, des quoi? Ouais, des capteurs et puis des actuateurs, je crois qu'on peut le dire en français, pour interagir. Donc on prend des informations, ça peut être du RAG, ça peut être des API, ça peut être plein de choses, et on agit, on va lancer d'autres actions, créer un ticket dans Jira, ça peut être plein de choses. Et autour de tout ça, il y a une sorte de grosse boucle for, on va dire, ou while peut-être, et on va répondre à plusieurs requêtes, une conversation de l'utilisateur, ça va être une boucle, ça peut être la boucle autour des différentes tâches de décomposition par rapport aux problèmes donnés par l'utilisateur. Et voilà en gros les différents éléments clés en tout cas pour un agent, sachant qu'un agent, ça peut être, là je dis un agent, mais un agent peut être un multi-agent composé de sous-agents aussi. Hein. Là c'est un agent dans sa globalité, on va dire. Et pour ces différents éléments-là, dans cette boucle, on va trouver trois types de... Alors pas d'action, trois grandes étapes, on va dire. Il y a l'aspect où le modèle pense, va analyser la requête, bien comprendre le prompt système, et puis définir quel est le but à atteindre en fonction de cette requête de l'utilisateur. Il va falloir planifier, le LM va devoir planifier par rapport aux outils disponibles, par rapport aux sources de données, etc., comment décomposer, quelles sont les étapes à faire, qui doit être appelé, quelles données récupérer, comment formater les choses, etc. Donc, il y a toute une étape de planification. Après, ça peut être simple, hein, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué, mais on peut avoir des agents qui font des choses très compliquées et qui ont plus de agency, comme on dit en anglais, une certaine autonomie en tout cas, à choisir parmi les différents outils et ses connaissances, etc., pour atteindre un certain but. Ensuite, il y a tout l'aspect, toute la partie
action où il faut agir. Donc ça peut être faire une recherche dans un système RAG, ça peut être appeler une API externe, interne, ça peut être, par exemple, il y a des modèles comme Gemini qui font aussi, qui créent en fait du code Python et sont capables de l'exécuter. Donc plutôt que ce soit le LLM qui essaie de se dire ça doit marcher à peu près comme ci, comme ça, il y a des LLM qui sont capables d'écrire le code. Donc c'est souvent pour des problèmes un peu de logique, voire mathématiques, etc. Mais ils sont capables d'écrire du code et de l'exécuter et de regarder la sortie de l'exécution de ce code pour pouvoir répondre à une question. Ça, c'est assez intéressant. Et ne pas oublier, je dirais aussi, tout l'aspect human in the loop, parce que donc l'autonomie est souvent un petit peu un concept de science-fiction aussi, et il y a des fois, que ce soit pour des problématiques de réglementation, que ce soit, je ne sais pas si on fait une application de planification de voyage, on veut quand même à un moment que l'utilisateur il dise oui, ok, book-moi mon avion, mon hôtel, etc. Donc il faut une validation humaine. Donc ne pas oublier qu'un agent peut travailler main dans la main avec l'utilisateur et valider certaines choses. Et enfin, étape pas forcément toujours nécessaire, mais là c'est vraiment dans l'aspect penser, observer, etc., c'est la réflexion. On n'a pas forcément dans tous les agents, mais c'est regarder la sortie, ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'on a besoin de faire plus de recherche peut-être? Donc tous les systèmes un peu genre deep research, on fait des rapports de recherche, etc. Peut-être qu'on a un premier jet, mais qu'il manque des trous un petit peu dans ce rapport qu'on essaie de générer sur tel sujet. Est-ce qu'il n'y aurait pas des nouvelles recherches à faire pour complémenter les informations qu'on a déjà pour produire le rapport final? Donc voilà cette boucle qu'on retrouve et donc qui peut continuer un certain nombre de fois ou une fois en fonction de si on a atteint un objectif ou pas. Donc on en arrive au pattern d'architecture, enfin pattern, bonne pratique, etc. Donc une fois qu'on a réfléchi à ces problématiques, ce qu'on veut mettre en place, les agents. Donc comme je disais, cette magie de l'autonomie, c'est quand même un petit peu de la science-fiction, et c'est vrai qu'il y a des problématiques avec les LLM encore aujourd'hui. Plus ils sont gros, en général, moins ils hallucinent. Et des fois, quand ils sont plus petits, ils ont plus de problèmes d'hallucination. Mais même les gros hallucinent. Par exemple, j'avais fait... Donc, ce que j'ai oublié de dire aussi, l'interface en fait, des LLM avec les outils, c'est par une fonctionnalité qui s'appelle function calling. C'est un peu presque un pléonasme. Mais le function calling, en fait, c'est la capacité d'un LLM à dire... ça, je ne sais pas faire. Si on était capable d'appeler telle fonction qu'on m'a dit qui existait, peut-être que je pourrais répondre à la question. Et donc, l'agent qui interagit, ou le framework utilisé par l'agent qui interagit avec le LLM, expose différents outils, différentes fonctions. Et le LLM dit au framework, tiens, si tu appelles cette fonction avec tel paramètre, le framework, l'agent exécute la fonction, un appel RAG, une API, etc., retourne le résultat au LLM, et le LLM, là j'ai la source, l'information qui me manquait, et là je vais être capable de donner une réponse en fonction de cet appel. Donc c'est jamais, ce que je vois souvent, ça m'énerve toujours un petit peu quand on entend, ouais, les LLM, ils appellent des outils, ils appellent des fonctions. En fait non, ils demandent à ce qu'on appelle pour eux des fonctions. Mais bref, en tout cas, ça c'est le function calling. Et le function calling, au niveau des hallucinations, il peut y avoir à plusieurs niveaux. Un LLM qui essaie d'appeler une fonction qui n'existe pas. Un LLM qui passe dans sa planification, en tout cas, il s'est dit, tiens, je vais appeler cette fonction-là avant telle autre. J'avais fait une petite démo il y a un an sur une sorte de générateur d'histoire de science-fiction qui génère aussi des prompts pour les générateurs d'images. On appelle le générateur d'images pour illustrer les différents chapitres de l'histoire. Après, je fais un LLM as judge pour essayer de juger si les images sont pertinentes par rapport à l'histoire. Je choisis la bonne image, etc. Et en fait, je me suis aperçu que, alors à l'époque, j'utilisais Gemini 1.5, donc c'est presque vieux maintenant, mais c'était déjà un très bon modèle. Et pourtant, je m'étais aperçu qu'il hallucinait. Et parfois, il allait m'appeler le juge pour juger les images avant d'avoir généré les images. Non, ce n'est pas le bon ordre. Ou alors, justement, quand il fait ça dans le mauvais ordre, il dit à l'agent qui juge les images,
il lui dit tiens, essaie de juger telle image, mais comme il n'a pas généré d'image, il passe des paramètres complètement bidons. Donc on voit qu'il peut y avoir différents moments dans le function calling, pour appeler les outils nécessaires à un agent, qu'il peut y avoir pas mal de problèmes. Et puis on a aussi tout ce qui est... alors évidemment, plus on utilise de fonctions, de serveurs MCP, etc., plus ça fait aussi un prompt important, plus de tokens, donc plus de coûts, etc. Et j'ai vu des clients en fait, qui commencent petits avec un système qui répond bien pour tout un tas d'utilisations. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus d'utilisations. Et ah oui, mais il y a tel cas un petit peu aux limites là, je vais tweaker un peu le prompt pour traiter ce cas particulier. Et en fait, on rajoute, et on obtient des giga, méga prompts, des monstres, qui en fait, au final, embrouillent le LLM. Du coup, donc il y a des nouvelles pratiques qui sont arrivées, la décomposition, mais aussi le context engineering, qui était un des mots-clés aussi, je dirais, de cette année, pour essayer de ne donner au LLM que les informations clés dont il a besoin. Et surtout, ce que je voudrais retenir, que vous reteniez ici, c'est que tout ce qui peut être défini de manière explicite, déterministe, à l'aide d'un workflow, c'est-à-dire on sait toujours que, je ne sais pas, pour générer une réservation de voyage ou mon histoire de science-fiction, je sais que d'abord il faut que je fasse l'histoire, ensuite je vais faire des prompts pour les images, je génère les images, je juge les images. C'est toujours dans cet ordre-là. Ce que je peux faire de manière déterministe et explicite, autant le coder de cette manière-là, que ce soit avec des outils de workflow, que ce soit de manière programmatique, etc. Mais en tout cas, en enlevant peut-être un certain niveau d'autonomie aux agents, malgré tout, on arrive vers des résultats beaucoup plus déterministes, avec des réponses qui seront meilleures et correctes et non hallucinées, quoi. Du coup, c'est vrai que ce pattern que je voulais illustrer ici, c'est ce chef d'orchestre, où on va avoir un système qui va superviser éventuellement des sous-agents. On va essayer de découper en sous-agents chacun, même on l'a vu dans les présentations précédentes aussi, on va avoir un agent qui s'occupe du Jira, un agent qui s'occupe de telle ou telle chose, qu'on va vraiment spécialiser pour qu'un agent ne s'occupe que d'une chose dont il est capable de maîtriser le sujet, quoi. Donc on va pouvoir décomposer une grosse tâche, un gros problème utilisateur, en plusieurs tâches plus focalisées. Il y aura un plus faible taux d'hallucination, d'erreurs de génération, etc. Et on arrivera, dans la globalité, à avoir des meilleurs résultats. Du coup, le choix aussi qu'on fait de manière... le choix de framework, etc., a son importance. Et il y a tout un tas de frameworks, par exemple, plutôt orientés graph comme LangGraph, plutôt hiérarchie d'agents comme ADK, Agent Development Kit, que ce soit Python, Java, Go, etc. LangChain, LangChain4j, en Java encore. Ou aussi, tu l'avais mentionné tout à l'heure, ça peut être aussi des outils de workflow, style un peu no-code, comme N8N, qui est très sympa. Et moi, par exemple, dans mon cas de mon histoire de science-fiction, en fait, simplement, je l'avais codé de manière programmatique. Et ça m'a permis, donc, c'est-à-dire, en fait, j'appelle tel agent, j'appelle tel agent, ou je choisis même des appels LLM directement, je ne te même pas vraiment des agents purs avec des frameworks. Et du coup, j'avais quelque chose d'explicite qui fonctionnait tout le temps, 100% du temps. Après, le LLM pouvait halluciner, je lui demandais 5 chapitres, des fois j'en avais 3 au lieu de 5, des choses comme ça. Bon, ça peut arriver, mais en tout cas, j'avais plus toutes les hallucinations au niveau du function calling, de paramètres, de fonctions, etc. Ensuite, je dirais, tous ces outils qu'on donne aux agents, on peut aussi les repenser. Ce que je vois malheureusement des fois chez des clients, c'est « Ouais, non, mais c'est bon, attends, j'ai déjà plein d'API, j'ai mon API REST, je vais la transformer en serveur MCP, j'expose toute la surface de l'API REST, et c'est magique, l'autonomie des agents va faire sa magie, et l'agent va être capable de savoir exactement la séquence d'appels REST à faire pour faire quelque chose. » En fait, je pense qu'il faut réfléchir vraiment aux tâches concrètes qui doivent être effectuées. Et alors, si on prend l'exemple de planification de réunion, on peut très bien avoir une API qui dit voilà la disponibilité de telle personne, la disponibilité d'une autre, les créneaux horaires, les réservations de salles, etc. Et on va faire des get, des put, des post, des delete, mais c'est peut-être 10 opérations qu'il va falloir faire pour être capable de planifier une réunion. Alors qu'en fait, si on avait un outil de plus haut niveau qui est planifier une réunion, on passe les personnes, et puis, je ne sais pas, le bureau, si on a plusieurs bureaux, il faut choisir une salle dans tel ou tel office.
Mais ça va être éventuellement une composition de sous-éléments unitaires REST. Mais c'est plus ça qu'il va falloir exposer à un LLM que les petits composants CRUD et autres, malheureusement souvent des API REST. Il y a des belles API REST vraiment pensées métier, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a vraiment une réflexion à faire sur les outils qu'on expose aux agents. Et de manière générale, moins d'outils, moins de confusion, plus de déterminisme, parce que les LLM, plus on leur donne des outils, malheureusement, plus ils ont du mal à se décider, et des fois, ils n'appelleraient même rien du tout, parce qu'ils ne savent pas du tout lequel utiliser, et il peut y avoir un certain overlap. Si on ne documente pas bien quel outil fait quoi, il faut toujours donner des descriptions, etc., pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour le LLM, pour savoir lequel appeler dans tel cas de figure. Et puis ensuite, éventuellement, donc, c'est un peu l'idée aussi du context engineering, mais sélectionner, filtrer, regrouper des outils pour vraiment ne donner que les bons outils. Donc des fois, j'ai vu des systèmes aussi où on a, alors pas un LLM as judge, mais plus une sorte de routeur dynamique qui expose juste les bons outils au modèle, etc. Il y a des choses intéressantes qui sont faites là-dessus. Et donc, toujours l'idée de la décomposition reste pertinente pour déléguer et ne donner que certains outils. Si on a un agent Jira, on lui donne que les outils Jira et il se focalise que là-dessus. Et il ne va pas, envoyer un email ou envoyer je ne sais pas quoi. Après, les standards sont arrivés l'année dernière en particulier, donc surtout sur la partie outils, pour standardiser les outils. Il y a MCP qui a été inventé par Anthropic il y a à peu près un an, presque tout pile, je crois, c'était en novembre de l'année dernière, je crois. Donc Model Context Protocol, qui est vraiment l'idée, c'est de créer une sorte de... Donc, des gens qui ont décrit ça comme une sorte de protocole USB des outils, qui permet en fait de définir le contrat d'interaction entre un agent et ses outils, et de pouvoir du coup décrire et créer des MCP qui sont locaux, qui sont distants, qui communiquent avec certains protocoles de communication. Et l'idée, c'est que derrière tout ça, c'est que en fait, dans chaque projet, imaginons un projet qui veut... qu'est-ce que je pourrais prendre? Donc, je vais reprendre l'exemple de Jira, par exemple. Si on n'a pas un MCP pour Jira, dans chaque projet qui a besoin d'accéder à Jira, il aurait fallu recréer ce code de glue entre le function calling et le framework et le Jira qui est hosté chez nous ou ailleurs, etc. Donc là, on n'a pas besoin de le faire. On prend le serveur MCP qui va bien pour cette technologie-là dont on a besoin, et on peut le répliquer, le réutiliser ailleurs, et même des Jira et autres acteurs peuvent créer leur propre serveur MCP, et on peut les réutiliser directement, les configurer. Donc MCP, c'est la manière de standardiser les outils. C'est un protocole qui continue d'évoluer. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le S dans MCP veut dire sécurité. Et c'est typiquement un des chantiers à l'heure actuelle, la sécurité, parce que ça n'a pas été vraiment pensé au départ dans la spec en elle-même. Au départ, c'était vraiment plus pour Cloud Desktop, pour utiliser des outils en local. Donc la problématique de la sécurité se posait moins dans le sens où, ça appelle un petit truc en local sur sa propre machine, tout va bien. Mais en vrai, il y a des MCP locaux, distants, qui donnent accès à certaines données de l'entreprise. Est-ce qu'on a les droits d'accès? On avait parlé dans le cadre de Renault tout à l'heure de airbag, de label, etc. Donc effectivement, la sécurité, ça reste un gros chantier. La prochaine version de MCP, normalement, devrait apporter encore plus de réponses sur ce volet-là. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est un standard pour normer, en tout cas, l'utilisation d'outils par les agents. L'autre protocole que je voudrais mentionner, après, j'appelle ça un pattern, c'est peut-être un grand mot, un protocole n'est pas un pattern, mais A2A, Agent-to-Agent Protocol, c'est un protocole qui a été poussé par Google, je crois qu'on l'a sorti en avril, et un standard qui est ouvert et extensible. Donc il y a déjà des extensions d'ailleurs qui permettent par exemple de rajouter des notions de paiement, des choses comme ça. Donc autant MCP standardise l'utilisation des outils, A2A standardise la communication entre des agents. Donc avec le protocole, on a une notion de carte d'identité. Un agent va se présenter. Voilà ce que je sais faire. Voilà comment on peut m'appeler avec
quel protocole de communication, etc. Ah oui, c'est un truc important aussi, c'est que autant MCP, on échange vraiment du JSON finalement, quelque chose d'assez structuré, autant A2A est multimodal. On peut envoyer du texte, on peut envoyer des images, on peut envoyer aussi du JSON ou ce qu'on veut. Et les autres concepts importants de A2A, c'est les messages. On peut envoyer un message qui va pouvoir créer une tâche à accomplir par un agent, et le résultat d'une tâche, ça va être un artefact qui va être retourné à l'agent client par l'agent serveur. Et après, il y a tout un tas de systèmes de notifications, de choses comme ça, parce qu'il y a certains agents qui peuvent prendre, ça peut être un agent qui met plusieurs jours à répondre parce qu'on attend des informations de plein d'endroits différents, etc. Mais en tout cas, si vous voulez réfléchir à une sorte d'écosystème d'agents et qu'un agent Renault discute avec un agent Iguane, enfin je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais on va pouvoir exposer des agents et les faire discuter entre eux et se découvrir les uns les autres. Et éventuellement, un système donné, le fait de donner accès à un autre agent va peut-être décupler ces possibilités et les use cases qui peuvent être traités. Donc en tout cas, A2A, c'est quelque chose à regarder, je dirais, si vous souhaitez aller vers des agents assez indépendants, développés dans plein de langages ou frameworks différents. Ensuite, frontières anti-pattern. Donc ça m'énerve toujours un petit peu que on parle beaucoup de chatbots et souvent le leadership dans une entreprise, le CEO, etc. Et nous aussi, il faut qu'on fasse de l'AI. Allez, on met un chatbot. Oui, peut-être pas. C'est peut-être pas ça dont on a vraiment besoin et dont nos utilisateurs, nos clients ont besoin. Et au contraire, je ne sais pas si vous avez tous à un moment interagi avec un chatbot en ligne et vous lui posez des questions, vous avez un problème bien spécifique et vous tournez en rond et vous n'arrivez jamais à obtenir la bonne réponse. Le dernier avec qui j'ai ragé, c'était Rufus d'Amazon. Il me disait n'importe quoi sur les produits que je regardais et tout. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Et bon, s'il y a en tout cas conversation, on peut aussi penser multimodal. C'est pas forcément du texte et c'est assez frustrant d'entrer du texte. Et on voit émerger aussi des choses intéressantes. Par exemple, il y a MCP UI, AGUI, A2UI qui va arriver pour A2A. On voit qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à la création d'interfaces plus riches pour interagir avec des agents. Ça reste quand même conversationnel en quelque sorte derrière, mais plutôt que de dire, je ne sais pas si je prenais l'exemple d'Amazon, oui, ce produit-là m'intéresse, j'ai pas envie de le taper, j'ai envie juste de cliquer. Donc on a vu par exemple ChatGPT qui propose des composants riches dans l'interface de ChatGPT. Gemini, là, si vous demandez la météo à un endroit, il affiche des cartes météo, pas des cartes géographiques, mais voilà, tel jour il fait tel temps, telle température, etc. Voire même, là ce que Google a annoncé il y a 2 jours, c'est aussi avec l'utilisation par exemple de Flutter UI, de créer même des UI à la volée en fonction des données qui sont retournées. Donc on va voir des choses super intéressantes arriver, en tout cas l'année prochaine, on va dire. Et on va être au-delà vraiment de ce chatbot où on tape et on écrit ce qu'on veut faire. Et en tout cas, donc j'avais cette image du cockpit. Il y a un article, je devrais peut-être mettre le lien ici, que j'avais beaucoup aimé. Quelqu'un qui disait ouais, mais donc pour moi, en tout cas, les intégrations des IA doivent être le plus transparentes possible. Il y a l'IA a été utilisée déjà depuis des années, même avant les transformers, de manière transparente sans qu'on le sache. Quand vous faites des recherches de produits sur Amazon, quand vous faites des requêtes de recherche sur Google, etc., tous les systèmes de recommandation, d'embedding et autres existaient déjà avant l'arrivée des ChatGPT, des transformers, etc. Et en fait, c'est cette intégration, plus elle est transparente, je me dis, plus l'intégration de l'IA est réussie dans notre produit, notre surface finale qu'on expose à nos clients, nos utilisateurs. Et donc cette analogie avec le head-up display des avions de chasse, imaginez un pilote de chasse, il y a un chat qui s'affiche, un petit pop-up qui lui dit attention, vous avez un missile qui arrive derrière vous. Hein, alors attends, je lis. Ah oui, mais derrière, c'est où? Non, en fait, le HUD, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir les informations
augmentée en quelque sorte. C'est-à-dire on a la vue du champ de bataille, de l'espace aérien autour de soi, et on voit, ah oui, là j'ai un petit point, ça veut dire que là j'ai mon ennemi qui est là, il va falloir que j'aille lui botter les fesses. Et donc essayer de penser comment augmenter finalement peut-être nos sites web, nos applis, etc., plutôt qu'éventuellement rajouter un chatbot. Ça, je pense, c'est un truc à bien garder en tête. Et ce qui va être important, ça va être de travailler aussi main dans la main avec les UX designers, etc., qui vont avoir des très très bonnes idées d'intégration de l'IA. Le vibe checking, quand on est développeur, on va penser à quelques cas. Tiens, j'ai pensé à cette requête-là. Ah oui, tiens, mon RAG, il a l'air de me donner un résultat qui a l'air pertinent. Donc, on va rajouter quelques tests par-ci, par-là. On fait du vibe checking, mais pas de manière... on ne fait pas vraiment une évaluation complète. Et souvent, une fois qu'on met en prod, on s'aperçoit qu'on n'a pas les résultats escomptés. Donc, c'est là qu'il est intéressant aussi de travailler avec les experts métiers pour essayer de bien comprendre les besoins de chacun de ces utilisateurs, pour remonter... pour faire des recherches RAG ou autres qui soient plus pertinentes. Donc ça peut être le chunking approprié par rapport au type de document, etc. Il faut aussi essayer de collecter, quand on le peut, en tout cas, de vraies questions, de vraies interactions avec les utilisateurs, éventuellement pour créer des jeux de golden response, pour valider sur un vrai jeu de données avec des vraies demandes et pas juste celles qu'on a inventées un petit peu en se disant oh, on pense que les utilisateurs font ça, et de pouvoir créer des évaluations par rapport à ces golden response. Donc il y avait l'exemple aussi tout à l'heure de passer de GPT-3.5 à 4 et puis d'un seul coup en fait tout pète. Oui, typiquement changer de version d'un LLM, ça peut tout changer parce que le LLM réagit différemment. Donc il y a différents patterns, différentes approches qu'on peut mettre en place pour du RAG. Si on n'a pas de golden response, par exemple, la RAG Triad est assez intéressante où on évalue différentes choses, la pertinence, faithfulness, etc. ensemble. Utiliser du LLM as Judge, ça peut être des outils externes, du DeepEval, Promptful et autres, pour essayer de valider des chemins d'agents au travers de systèmes multi-agents, etc. Essayer de vérifier qu'on passe bien par le type de chemin auquel on s'attend et on a des réponses pertinentes par rapport à ces chemins-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, comme quand on développe, on crée des tests, et ben là c'est pareil, on fait des systèmes basés avec de l'IA, l'évaluation est indispensable. D'accord ? Ça, ne pas faire juste du vibe checking rapidos, c'est vraiment un anti-pattern et il faut vraiment penser évaluation. Avant-dernier exemple ou anti-pattern, ce que j'ai appelé la confabulation silencieuse. C'est un meilleur mot en fait que hallucination, la confabulation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est de la psychologie. Si on fait du RAG, citez vos sources, mettez des liens, des renvois, peut-être des pop-up, etc., qui permettent en fait à l'utilisateur de valider lui-même, ou il n'est pas obligé, mais il peut le faire, il peut aller cliquer, il peut regarder d'où vient cette citation, cette référence, ça vient de tel document, et l'utilisateur est capable d'avoir confiance. En fait, il va prendre confiance dans ce qui a été généré, créé, sorti par un agent. Les LLM, on sait très bien qu'ils ont tendance à dire « You're absolutely right, of course », puis ils nous donnent une réponse super claire, alors qu'en fait, ils l'ont complètement inventé. Et donc, alors, je vous ai mis IVO, là, c'est un collègue à moi qui a inventé cet acronyme-là, il appelle ça Immediately Validatable Output. C'est cette idée qu'en fait, on va pouvoir enrichir nos résultats de recherche, d'agents, etc., avec des petits indices ou des liens qui vont permettre aux utilisateurs de valider, de dire oui ou non, ce qui a été généré est bien, ou alors il faut que je creuse parce que c'est pas correct. Donc vraiment penser, éviter de laisser un agent générer quelque chose et sans qu'il y ait vraiment de preuves et de sources. Et donc vous essayez de penser à comment enrichir l'interface et autres, la UI, pour qu'on ait cette notion de validation de ce qui a été généré. Et alors là, c'est peut-être un petit peu plus sur l'autre persona des agents de code, mais parfois, donc, les IA, c'est top, on est des développeurs 10x, des développeurs augmentés, etc. Et en fait, on a tendance un petit peu à être entraîné des fois sur la mauvaise piste avec les agents de code qu'on va utiliser. Et pareil, encore une fois, les agents de code, ah mais bien sûr, il faut modifier par-ci, par-là, etc. Alors, histoire véridique, là, cette semaine, sur le framework ADK, en Java, il ne marchait pas avec Gemini 3.
je me suis dit, tiens, je vais utiliser... Alors, j'aurais dû utiliser Gemini 3, d'ailleurs, pour essayer de débugger le problème. Je vais utiliser Gemini 2.5, il était peut-être moins malin. Mais il me dit, oui, bien sûr, on va tester ça, on va changer le code là. Il me fait des changements sur 3, 4, 5 classes de peut-être 100 lignes de code. Et moi, j'avais créé un test pour vérifier que ça marchait ou pas. J'ai passé genre 2-3 heures à essayer de débugger ça avec un agent IA. Et au final, j'ai pas réussi. Ou des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je comprenais pas trop. Et là, donc, il y a un autre ingé qui bosse sur le framework, qui fait donc nous, on appelle ça des CL chez nous, c'est un pull request, quoi, on va dire, un change list. Et je regarde le fixe pour le problème. C'était juste un one-liner, c'était juste une ligne. Il changeait 5 caractères et il avait trouvé la correction du problème qu'on avait. Et c'est là qu'en fait, donc, bon, là c'est plus sur les agents de codage, mais ça s'applique un petit peu plus à tout, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on commence à utiliser de l'IA qu'il faut forcément en mettre partout. Faut vraiment se concentrer sur ce qui donne de la valeur et éviter le feature creep, c'est-à-dire de vraiment rajouter tout le temps des fonctionnalités, des petits raffinements par-ci par-là. Donc l'IA, c'est aussi à utiliser à bon escient, au bon moment, et pas forcément en rajouter juste pour le plaisir d'en rajouter ou parce qu'on pense que ça pourrait être utile au final aux utilisateurs. Donc faites attention à ne pas tomber dans ce rabbit hole. Du coup, quand vous retournerez au bureau, alors lundi matin ou demain, peu importe le jour de la semaine, est-ce que l'agent fait le bonheur ou est-ce qu'il y contribue en tout cas? Merci de riez pas tous sur ce savant jeu de mots que j'ai sorti. Mais voilà, déjà, se dire qu'un chatbot, ce n'est pas toujours la bonne réponse à une problématique d'IA. D'essayer d'identifier, de travailler avec des ingés UX, etc., de réfléchir au processus métier, aux critical user journeys qui sont les plus pénibles et voir où ajouter de l'IA peut rajouter de la valeur. Et puis ensuite, il faut aussi expérimenter, apprendre, essuyer des plâtres et peut-être que oui, on va voir que là, ce qu'on a fait n'est pas terrible, ou on aurait pu faire mieux, ou la recherche aurait pu être améliorée, etc. Et on va itérer et puis essayer d'apprendre, et puis on trouvera le sweet spot sur l'utilisation de l'IA. Et enfin, n'oubliez pas donc, de mesurer, donc, que ce soit les évaluations, etc., mais aussi voir comment les utilisateurs réagissent. Ça peut être même des petits pouces en haut, en moins, pour essayer de valider si une réponse est bien ou pas, ce qui nous permettra après d'améliorer nos évaluations. Mais en tout cas, voilà, les agents IA, c'est top, mais c'est du boulot. Et il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, les utilisateurs, les UX designers, etc. Merci beaucoup pour votre attention.